Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine de santé et de bien-être Lafia. À la demande d'une fidèle téléspectatrice de votre programme, nous nous sommes renseignés sur un mal qui touche son fils et nous nous sommes donnés pour mission de trouver des spécialistes pour éclairer au mieux la maman et donner des informations utiles sur le thème du jour qui porte sur l'autisme, levant le mythe. Madame et vous tous d'ailleurs, merci de nous faire confiance et restez attentifs aux propos de nos invités du jour. Bienvenue à vous. Ceci dit, pour parler de l'autisme, levant le mythe, j'ai le plaisir de recevoir à ma droite un habitué de Lafia. C'est bien ça. C'est le docteur Sylvain Ouedraogo. Bonsoir docteur. Bonsoir Irène. Merci de nous revenir en pleine forme. C'est ça, comme toujours. Alors, je précise que docteur Sylvain Ouedraogo est posturologue et ce soir, en fait, c'est en qualité de posturologue qui prendra la parole et également gériatre. C'est ça? C'est ça. Vous vous occupez en fait des personnes âgées et bientôt quand nous allons vieillir aussi, on espère que vous serez là. Je serai toujours là. Merci de nous honorer de votre présence. En compagnie également avec nous, le maître Pamtaba Boukari. Bonsoir maître. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va chez vous? Ça va. Et au centre Abapé? Le centre se porte bien. Ah, ok. Les enfants, je pense que se portent bien. Merci. Ils vous transmettent les bonsoirs. Merci. Ouais. Du fond du cœur, oui. On aimerait vous dire merci pour le travail abattu. Ouais. Soyez bénis et comblés de grâce. Merci beaucoup, madame. Alors, je précise que maître Pamtaba Boukari est psychologue et ce soir, vous allez voir, il lève le voile sur l'autisme. Alors, docteur Sylvain, on parle de plus en plus d'autisme ou d'enfants autistes. On a l'impression que c'est un phénomène nouveau, une pathologie nouvelle ou peu connue des spécialistes du monde médical ou des populations. Est-ce qu'on doit comprendre que l'autisme n'existait pas avant? Et si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous situer un peu sur la genèse de l'autisme? D'accord. Alors donc, je prends la parole pour un peu expliquer ce que c'est que l'autisme et répondre à votre question. Il faut dire que l'autisme, depuis tous les temps, a toujours existé dans toutes les populations humaines. Sauf que pour découvrir quelque chose, il faut savoir ce que l'on cherche. Le problème, c'est que la plupart des spécialistes, ne s'étant pas formés dans le domaine, ils avaient beaucoup de mal à pouvoir identifier cette pathologie-là. Sinon, cette pathologie, elle existait. Sauf que on n'avait pas suffisamment de spécialistes formés à la question. Il faut savoir que même dans le monde scientifique international, on s'intéresse de plus en plus sur l'autisme. C'est pour dire que dans le passé, c'était une pathologie qui n'était pas très connue, qui était un peu noyée dans le flot de toutes les pathologies de la petite enfance neurologique. Voilà. Donc c'est avec l'évolution des choses, l'évolution de la recherche qu'on a pu vraiment mettre un terme sur la maladie. Il faut savoir même que le terme utilisé pour désigner cette maladie, il évolue au fur et à mesure que l'on apprend plus sur la chose. Donc c'est comme ça que de plus en plus on commence à parler de l'autisme. Maintenant, la chose importante à savoir, c'est que même si l'autisme, elle existait bien avant dans toutes nos sociétés, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de cas d'enfants autistes que l'on détecte. Voilà, c'est comme si il y avait, entre guillemets, je mets bien les guillemets, c'est comme s'il y avait une épidémie d'autisme qui se répand, surtout dans les pays en voie de développement, mais comme pour toutes les autres pathologies, elle commence aussi à arriver dans nos contrées. Et quelles sont les causes de l'autisme, docteur? Alors, les causes de l'autisme, elles sont très variées. Prenez par exemple la cause du paludisme, elle est simple, il n'y a qu'une seule cause. C'est le parasite qui vous donne le paludisme. Mais dans le cas de l'autisme, c'est tout à fait différent. Il y a plusieurs causes mises ensemble qui vont vous donner le cas d'autisme. Donc déjà pour répondre un peu à la question de beaucoup de parents, ils se posent la question, est-ce que c'est moi j'ai transmis l'autisme à mon enfant? Non. Il y a on appelle ça des susceptibilités génétiques que l'on peut transmettre, mais c'est pas pour autant que ça va donner de l'autisme. Vous allez voir par exemple que dans une famille, tous les enfants ne sont pas autistes. Vous allez avoir un enfant qui est autiste, les autres sont normaux, ou deux, etc. Donc, il y a une susceptibilité, c'est pour dire qu'il y a une partie qui est expliquée par la génétique, mais pas tout.
Il y a aussi pendant la grossesse, certaines, je dirais pas interventions, mais certaines pathologies ou certains médicaments, par exemple, pris pendant la grossesse, peut augmenter la chance d'avoir un enfant autiste. Je pense par exemple à certains médicaments contre la dépression ou contre les épilepsies pris pendant la grossesse qui peut entraîner par exemple chez l'enfant la survenue de l'autisme. Maintenant, il y a une autre cause qui est l'une des pistes majeures actuellement de la recherche sur l'autisme, c'est ce qu'on appelle le microbiote. Donc le microbiote, c'est la flore intestinale que l'on a dans notre tube digestif qui nous permet de digérer nos aliments. On s'est rendu compte que la plupart de ces enfants-là avaient un microbiote qui était altéré, modifié, qui ne fonctionnait pas comme les autres. Donc on s'est dit que dans l'autisme, il y a quelque chose à voir aussi dans la sphère digestive. Parce qu'il faut savoir que le tube digestif est considéré actuellement comme le deuxième cerveau du corps humain. Donc on comprend facilement pourquoi une atteinte de cette sphère-là peut retentir sur l'autisme. L'autre cause aussi, ce sont les causes environnementales. Ce sont les causes environnementales. De plus en plus, nous baignons dans un environnement qui est pollué. Que ce soit les pollutions dans l'air, dans l'eau, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, les nourritures qui sont chimiquement transformées, plein d'additifs qui sont ajoutés, notamment les édulcorants pour rendre les gâteaux plus sucrés, les colorants que les enfants aiment bien dans les gâteaux. Tous ces éléments-là perturbent le fonctionnement neurologique de l'enfant. Et ce qui va aboutir justement à soit le développement de l'autisme ou l'aggravation déjà d'un autisme qui n'était pas si grave que ça. Donc c'est en gros quelques causes d'autisme qu'on peut citer, mais il y en a plein. Et doit-on comprendre que jusque-là, ce sont des tâtonnements entre guillemets en matière scientifique à trouver, à détecter une cause véritable à l'autisme ? Je dirais que actuellement, ça découle du processus normal de toute recherche. C'est une pathologie qu'on ne maîtrise pas encore, il faut se l'avouer, on ne maîtrise pas tous les contours. Il y a toujours de la recherche dans l'autisme et chaque année, on apprend toujours quelque chose de nouveau. Donc, et la complexité de l'autisme, c'est que il y a plusieurs éléments qui peuvent influencer sur l'autisme. Voilà. Ce n'est pas comme une maladie infectieuse comme le paludisme ou la typhoïde où on a un élément. C'est beaucoup plus facile de lutter quand on a un ennemi identifié. Dans l'autisme, on en a plusieurs. Voilà. Et alors, le cerveau humain, il est hyper complexe, ce qui ne facilite pas la tâche. On parle de degrés d'autisme. Quels sont les différents types d'autisme qui existent? Les plus fréquents aussi chez nous, s'il y a des statistiques? Alors, les statistiques, peut-être je passerai la parole à M. Pamtaba pour ça. Mais en gros, il faut dire que on va dire qu'il y a des degrés d'atteinte. Par exemple, vous allez avoir un autisme qui est sévère, l'enfant il a tous les troubles possibles, et à côté vous avez par exemple un autisme qui va être dit entre guillemets léger parce qu'il a un seul ou deux des troubles, mais en fait c'est en termes d'intensité des symptômes que l'on classe un peu l'autisme. Et peut-être que c'est l'occasion de parler d'un autisme particulier que certaines personnes connaissent, le syndrome d'Asperger, qui a une particularité d'autisme dans laquelle les enfants excellent de manière brillante dans un domaine intellectuel bien donné. C'est des enfants, par exemple, qui vont avoir une mémoire phénoménale, qui vont pouvoir vous retenir tout, ou qui vont exceller, par exemple, dans les mathématiques, qui peuvent vous faire des calculs que même un ordinateur ne peut pas faire. Ça, c'est des particularités d'autisme, et tous les autistes ne sont pas comme ça. Voilà. Il y a des autistes qui sont normaux entre guillemets, qui n'ont pas des facultés surdémesurées. Voilà. Mais sur les différents types, je pense que M. Pamtaba pourra... D'accord. Bon, merci beaucoup. Je pense que d'abord, pour abonder à la même question, il faut d'abord que je vais donner une définition un peu claire de l'autisme, dans le même sens, mais de façon beaucoup plus adaptée aux téléspectateurs. Bon, je pense que d'abord, elle est beaucoup plus liée à un trouble beaucoup plus relationnel. Voilà, et je pense que la partie où nous, en tant que thérapeute, on attaque beaucoup plus, c'est la partie relationnelle. Mais si vous allez voir dans la définition, on parle de la triade autistique, trouble du comportement, trouble de la communication et trouble, relationnel. Mais
quand on se rend compte que beaucoup plus, elle est beaucoup plus liée à des troubles beaucoup plus relationnels. Donc, en fait, la partie comportement, souvent, c'est une conséquence des troubles relationnels beaucoup plus. Voilà, donc, souvent, ce sont des enfants qui sont beaucoup plus réservés et ils sont toujours en retrait vis-à-vis des autres enfants. Voilà pourquoi on appelle ça le retrait autistique. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a le repli sur soi-même, c'est écrit. Mais le degré de l'autisme, ça veut dire qu'en fait, on peut, la plupart des enfants, je pense que si tu as tout au plus 5 enfants, ils n'ont pas le même profil. Voilà, d'autres, on va se rendre compte qu'au niveau relationnel, c'est beaucoup plus exagéré que d'autres enfants. D'autres, on se rend compte que c'est au niveau de la communication, et c'est beaucoup plus exagéré que la partie relationnelle. Donc, c'est pour dire qu'en fait, chaque enfant autiste est particulier. Voilà. Donc, le degré, il y a le degré beaucoup plus modéré. Il y a le degré sévère. Et bon, je pense que l'ensemble de... Mais pour moi, dans notre action, je pense que je me réserve beaucoup plus au degré. Voilà. Et quoi qu'on dise, quel que soit le degré, si au fait on fait un suivi adapté et approprié et qu'il y a une synergie d'action entre les différents acteurs, le degré sévère beaucoup plus être modéré et progressivement on peut avoir des résultats. Mais souvent, quand tu affectes un degré à l'enfant, et je pense que souvent aussi les parents aussi peuvent aussi perdre espoir. Voilà. Donc l'action c'est le travail, rien que l'éducation. Et il faut déployer toute l'énergie possible pour pouvoir aider l'enfant à devenir ce que on peut pas. Il ne peut pas être l'enfant idéal souhaité, mais il peut réellement s'adapter à son environnement social et voire même au niveau scolaire. Justement, j'allais vous demander quels sont les signes, les symptômes de l'autisme. Bon, c'est comme je le dis, au fait, par rapport aux symptômes, vous vous rendez compte qu'un enfant tout au plus à l'âge de la maternelle, ou bien moins de l'âge de tout au plus 2 ans, quand au fait il voit des enfants en train de jouer, là ou pas dans une cérémonie, les enfants quand ils commencent à regarder son environnement, ils commencent à se rendre compte qu'il y a des enfants qui sont semblables à lui, vous vous rendez compte qu'en fait il commence à pousser sa maman pour aller vers les autres enfants. Voilà. Et quand, au fait, il ne reste pas indifférent à son entourage. Mais vous vous rendez compte, quand l'enfant a des troubles autistiques, automatiquement, quand les enfants sont autour de lui, il a tendance à se mettre en retrait. Voilà. Il vit dans sa bulle. Dans sa bulle, au fait. Il se met en retrait. Et quand, au fait, souvent, ils ne sont pas dans le partage social. D'accord. Le jeu de donner ou de recevoir. Et comme le ballon, on lance la balle à l'enfant, il vous remet la balle. Du coup, ils ont tendance à bloquer la balle pour eux-mêmes. Ils ne sont pas dans le partage social. Et du coup, ils ne sont pas dans le pointage du doigt. Et un enfant tout au plus de 2 ans, ou de moins de 2 ans, quand il regarde sur une émission, quand il voit une action, il peut pointer du doigt pour montrer réellement, maman regarde. Et, ou bien soit s'il veut le yaourt qu'il ne peut pas atteindre, il peut dire je veux le yaourt. Ils n'ont pas le pointage du doigt. Alors que le pointage du doigt, c'est un élément essentiel de la communication non verbale, le gestuel. Et du coup aussi, ils n'ont pas aussi ce qu'on appelle l'attention conjointe. Et l'attention conjointe, ou bien, comment dirais-je, le contact visuel. Le contact visuel. Un regard fuyant. Voilà, ils ont un regard fuyant. Ce qu'on appelle souvent le regard d'oiseau. D'accord. Voilà, il te fixe, mais je pense qu'il regarde à côté. Et vous conviendrez avec moi que quand un enfant n'a pas le contact visuel, tant qu'il n'a pas l'attention conjointe, qui est l'élément basique de la socialisation, donc je pense que réellement ça cause énormément un problème au niveau de la communication aussi. Voilà. Et si je vais essayer de... Enfin, en français facile, quand un enfant de 6 mois tête, et automatiquement il a son regard fixé à la maman avec un sourire. C'est le premier stade de la socialisation. Et je pense que la plupart des parents, quand on remarque, on se rend compte qu'à cette période-là, l'enfant n'a pas ces prédispositions-là, en fait. Mais il faut être un spécialiste pour pouvoir remarquer ça. Voilà. On dit que les parents doivent être très regardants. Très regardants, mais sous réserve, parce qu'il ne faut pas aussi que chaque parent aussi taquine son enfant pour... Bon, c'est ça, il faut que ça devienne de la paranoïa. Voilà, de la paranoïa, quoi. C'est ça. Voilà, je pense que... Et voilà pourquoi aussi, à ce moment aussi, on ne peut pas aussi confirmer le diagnostic pour dire que l'enfant il est autiste. C'est à l'âge de 3 ans. Mais tout au plus à 1 an, tout au plus à 12 mois, on peut trouver les signes d'alerte. Donc normalement, cette période, quand tu mettais les signes d'alerte, tu te rends compte que l'enfant devrait parler à l'âge de 12 mois, à l'âge de 18 mois qu'il a commencé à parler, automatiquement, ça doit forcément interpeller. Voilà, donc
on n'a pas dit que forcément que c'est de l'autisme, mais il faut forcément voir des spécialistes. Et mais plus ça a été détecté très tôt, plus le suivi est précoce, plus on trouve les résultats adaptés à ça. Donc, voici l'ensemble des actions qu'on peut vraiment donner définitives par rapport à l'autisme au fait. Okay. Merci, maître. D'autres éléments complémentaires, docteur Sylvain? Pour rebondir sur ce qu'il a dit, de manière générale, ce qui différencie par exemple les êtres humains des animaux, c'est comme on l'a dit, c'est la sociabilité. Et la sociabilité, c'est la capacité à pouvoir interagir avec des personnes de la même espèce. Et pour ce faire, on a besoin de pouvoir communiquer, de comprendre ce que l'autre ressent aussi, avoir de l'empathie. Et tous ces aspects-là sont altérés chez l'enfant autiste. Et là où la chose devient plus perverse, c'est que l'enfant a besoin d'apprendre. Depuis la vie in utero, l'enfant apprend. Il entend la voix de sa mère, il reconnaît la voix de sa mère, il sait si elle est heureuse, si elle est triste, rien que par la voix, et ça déjà dans le ventre. En sortant, il va apprendre à le voir par ses yeux, à comprendre les émotions que la mère va dessiner sur son visage et comprendre que là, elle est contente, elle est triste, elle pense à autre chose. Et il a besoin de ça pour pouvoir lui-même se former. Sauf qu'avec l'autisme, tout cet apprentissage-là est bloqué. Et du fait qu'il y a un blocage, le développement justement neurologique de l'enfant se trouve perturbé. Ses capacités intellectuelles, elles sont là. Mais comme elles n'ont pas pu avoir un environnement favorable pour pouvoir se développer, l'enfant est parfois considéré comme attardé, impossible à pouvoir intégrer par exemple une fête parce qu'il ne sait pas comment se tenir, les règles sociales, parce qu'il n'a pas pu les apprendre tout simplement. En gros, l'autisme, c'est un peu ça. Voilà. Il y a un blocage en fait dans la sociabilisation. Il ne pourra pas communiquer, il ne pourra pas interagir, il ne pourra pas comprendre. Vous ne pourrez pas aussi le comprendre. Il sera fermé dans sa bulle. En gros, c'est ça les différents signes de l'autisme concourent en fait à expliquer ça. Pour une maladie aussi complexe qu'est l'autisme, comment se transmet-elle? Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas une maladie, par exemple, qui est contagieuse. Elle n'est pas contagieuse. Elle n'est pas héréditaire. Elle n'est pas... il y a une composante héréditaire, mais qui n'explique pas tout. D'accord. Voilà. Il faut vraiment insister là-dessus, sinon les parents se sentent stigmatisés. Je l'ai transmis à mon enfant... c'est pas du tout ça. Lorsqu'on vous dit qu'il y a une composante héréditaire, c'est pour vous dire que dans les gènes, il y a une prédisposition. Mais la prédisposition ne fait pas tout. C'est comme une personne qui naît dans une famille très riche. S'il ne fait pas des efforts, il n'aura pas de compétences intellectuelles. C'est la même chose pour l'autisme. Vous pouvez avoir des gènes qui vous prédisposent à ça, mais pour peu que vous soyez dans de bons environnements, vous n'allez pas les développer. Peut-être qu'on le verra tout à l'heure, il y a de plus en plus une épidémie d'autisme qu'on dit acquis, qui est liée par exemple au fait de vivre dans un environnement où il y a en permanence la télé, les tablettes, les écrans, et les enfants sont complètement désociabilisés et ils commencent à présenter des aspects comme s'ils étaient des autistes alors que rien du tout, ils n'étaient pas du tout autistes. Ils l'ont développé comme ça parce qu'ils étaient dans le mauvais environnement. Justement, Maître Pamtaba disait que généralement c'est autour de 3 ans qu'on peut détecter l'autisme. J'allais vous demander, est-ce qu'on peut devenir plus tard autiste et pas naître avec? Généralement, en fait, on naît avec, si vous voulez, tous les ingrédients pour devenir autiste. Maintenant, tout dépend de ce qu'on va faire de ces ingrédients-là. Et comme il a dit, ça se manifeste de manière très différente. Vous allez voir des personnes qui vont avoir un autisme qui est léger, qui est difficile à percevoir et qui va réussir à s'en sortir tant bien que mal dans sa vie. Et c'est lorsque, par exemple, il va embrasser une carrière professionnelle ou une vie sentimentale qu'on va se rendre compte qu'il ne fonctionne pas comme les autres. Il est un peu bizarre, entre guillemets, et c'est en ce moment qu'on va se rendre compte qu'il est autiste. Mais en réalité, il n'a pas développé son autisme à 20 ans ou 30 ans. Non, il est né avec et au fur et à mesure, les choses se sont développées en prenant telle ou telle tournure. Donc, et Maître Pamtaba,
par rapport à ce que Dr Sylvain vient de dire? Moi, je pense que réellement, ce qu'il faut ajouter, mais je pense qu'il faut, surtout même quand on parle de maladie, au fait, je pense que d'abord, il faut reconnaître que ce n'est pas une maladie parce qu'on guérit de la maladie. C'est un état d'être. Parce qu'on est autiste tout le long de la vie. Voilà, c'est un état d'être. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir les capacités pour pouvoir s'adapter à sa vie. C'est ça l'essentiel des choses. Et du coup, il faut reconnaître aussi que par rapport à ce que vous venez de dire, l'environnement réellement aussi peut impacter de façon négative le développement de l'enfant. Surtout de nos jours, avec... il y a des enfants à la maison, ils n'ont pas une attache au niveau de l'environnement social. Et quand les parents ne sont pas là, ils sont exposés avec les tablettes, la télé. Au fait, il est dans une action interactive passive. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un feedback relationnel. Exactement. Ces enfants, vu qu'ils sont en contact avec les écrans, ils n'ont pas l'initiative de nouer un contact spontané avec les autres enfants de l'environnement. Et souvent, même quand le papa vient, la maman vient, ou les deux enfants viennent, au fait, vous le perturbez parce que réellement, il a créé comme objet d'attachement l'objet. Il se sent mieux que dans son monde. Dans son monde. Okay. Et ça renforce progressivement, on parle de l'autisme virtuel. Je pense que ces gens d'enfants, si on en prend conscience et qu'on enlève tout ce qui est sonore, je pense que ça peut toujours rétablir et ça, parce que elle n'est pas pathologique en ce moment. Et l'autisme pathologique, là, ça demande aussi une éducation, une prédisposition éducative, un aménagement de l'environnement, tant au niveau des structures de prise en charge qu'à l'environnement familial, et avec un engagement, une synergie d'action entre la famille, l'environnement social et le centre. Et donc, vous conviendrez qu'au fait, l'enfant qui a les troubles autistiques, quand je voulais compléter, quand on l'appelle, il reste indifférent à l'appel de son nom. Mais souvent, la plupart des parents pensent que il n'attend pas. Donc, les premiers moments, il faut aller voir faire un examen, le diogramme, pour voir s'il entend. Voilà, c'est une hypothèse. Même au niveau du diagnostic différentiel, on recommande aux parents d'abord de partir faire le diogramme pour qu'ils puissent d'abord se rendre compte que l'enfant entend. Mais c'est la pathologie qui demande que l'enfant est indifférent. Mais souvent, ce qui interpelle sur les parents, mais l'enfant, quand on l'appelle, il ne réagit pas. Mais à la télé, quand il y a une émission qu'il aime, automatiquement, il coupe, puis il vient et commence à regarder. Mais donc, ça cause énormément un problème quelque part. Donc, l'ensemble de ces difficultés qu'on vient d'énumérer, ça doit forcément interpeller les parents à s'orienter vers des structures spécialisées pour pouvoir réellement apporter assistance. Et souvent, chez nous, on reçoit des parents d'enfants. On demande, mais est-ce que l'enfant sort? D'autres me vont dire non, que l'enfant, depuis qu'il est né, à l'âge de... Jusqu'à présent, il n'est pas encore sorti. Il est avec la bonne. Mais la bonne, quand la bonne se rend compte que l'enfant aime la tablette, l'enfant aime la télé, et que ça ne va même pas déranger même. Exactement. Ça ne va même pas déranger, par exemple, l'enfant et la bonne. Donc, elle va mettre... Donc, l'enfant va faire tout au plus 3 ans. 3 ans sans avoir le contact avec le monde extérieur. Donc, je pense que cette émission aussi, c'est un moment aussi de pouvoir interpeller les parents à ce genre de trucs. Et de surcroît, même chez nous, on recommande, parce qu'il y a des enfants qui viennent, les enfants autistes, comme ils ont des troubles de comportement qui me bougent beaucoup de parents préfèrent les donner la tablette pour qu'ils puissent vraiment rester stables. Mais on ne fait que renforcer l'autisme en ce moment. Bon, étant donné que vous faites un déficit relationnel, vous donnez encore une tablette pour que l'enfant puisse rester stable. Je pense que vous, au fait, en réalité, le problème qu'il faut résoudre immédiatement là, vous repoussez le problème à des années. Et beaucoup plus encore élevé. Okay. Alors, si d'office, on ne peut pas classer l'autisme parmi les pathologies, est-ce qu'on peut le qualifier de handicap mental? Je pense que, au fait, c'est un état d'être. Mais comme elle a si bien dit, il y a l'autisme de haut degré, comme l'Asperger. Mais il y a des enfants autistes dont, au fait aussi, tout au plus, 75% de la population des enfants autistes, c'est lié à une déficience intellectuelle. D'accord. 75%. C'est lié à une déficience intellectuelle. Mais on ne peut pas parler quand on parle d'handicap mental, parce qu'il faut parler d'abord de retard et de développement. Voilà. Parce que si vous voyez un enfant autiste tout au plus, tu as 3 ans,
quand on va l'évaluer, vous allez vous rendre compte que son âge de développement correspond tout au plus à un enfant de 11 mois. Voilà, il a 3 ans comme âge chronologique, Oui. mais l'âge de développement de l'enfant, il a 11 mois. Donc, il faut d'abord redescendre, se comporter comme un enfant de 11 mois pour pouvoir le faire remonter. Il y a des enfants qui viennent, ils ont tout au plus 6 ans. Les parents le comparent avec un enfant, sa petite soeur de 3 ans. Non, sa petite soeur de 3 ans n'a pas de problème. L'enfant, il a 6 ans, mais son âge développemental, c'est un enfant de tout au plus de 12 mois. Donc, on peut dire qu'en ce moment, il a un retard mental. Mais donc, à travers l'éducation, on peut réellement l'amener à combler ce vide-là, en fait. Ouais. Alors, vous avez dit qu'il faut se tourner vers les spécialistes. Vers qui faut-il se tourner en cas d'autisme? Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'il n'y a pas de soignant indiqué à lui seul se charge de prendre en charge les enfants autistes. Et c'est un peu la difficulté parce que généralement les patients vous disent, les parents vous disent, je ne sais plus vers qui aller tellement il y a d'intervenants. Malheureusement, il faut autant d'intervenants parce que la pathologie, elle est très complexe. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait plusieurs spécialistes qui vont, chacun dans sa spécialité, vérifier s'il n'y a pas de trouble à son niveau. Sinon, de manière générale, et comme j'aime le dire d'ailleurs, la première personne qui va initier la chose, c'est le parent. Et il y a certains parents qui vont venir vous dire, moi je suis sûr que mon enfant a quelque chose. Les mamans, ils savent très bien que le relationnel n'est pas pareil avec les autres enfants qu'elle a eus. Elle se dit, généralement, ils ne savent pas mettre de mots dessus, mais venant vous dire, il y a quelque chose avec mon enfant, je ne sais pas. Et les parents qui ont ce doute-là, qu'ils ne s'arrêtent pas au doute et qu'ils aillent déjà consulter. La porte d'entrée générale dans la consultation, c'est généralement soit le pédiatre, soit le pédopsychiatre, s'il y en a, ou les psychologues et les neurologues. Ce sont la première ligne de spécialistes que les parents vont voir en premier pour essayer de déblayer un peu le terrain. Parce que comme il a dit, il y a d'autres pathologies qui ne sont pas de l'autisme, mais qui peuvent cohabiter avec l'autisme. Parfois, il y a des enfants qui ont juste des déficiences auditives, tout simplement. Il n'entend pas, donc quand vous l'appelez, il ne va pas répondre. Donc, il faudra déjà peut-être faire la part des choses. Et donc, dans ce cas, les parents vont peut-être passer d'abord par l'ORL pour voir s'il entend bien, voir l'ophtalmo s'il voit bien, ainsi de suite, voir l'orthophoniste pour voir s'il a des problèmes à parler. Mais ça, c'est des spécialistes qui vont se mettre autour pour essayer de dégager un peu le terrain pour être sûr qu'on est vraiment sur un cas d'autisme, pour maintenant ensuite orienter le plus souvent vers des psychologues, vers des centres adaptés qui vont se charger maintenant d'organiser le suivi de l'enfant autiste. Okay, donc avec les différents spécialistes, pour avoir un diagnostic définitif, il faut aussi repasser par ces différents spécialistes-là. Voilà. C'est ça. Parce que c'est complexe parce que, vous savez, en médecine, on a ce qu'on appelle les diagnostics différentiels. Ce sont des maladies qui ressemblent à l'autisme et qui ne sont pas de l'autisme. Donc, il va falloir d'abord, les éliminer. Ensuite, il y a des tests spécifiques de l'autisme aussi que l'on va faire passer. Et pour le faire, il y a que quelques spécialistes qui peuvent le faire. C'est notamment les psychologues, les pédopsychiatres, les neurologues, les orthophonistes qui, eux, savent le faire. Donc, ce sont, comme j'ai dit, la première ligne en fait de spécialistes qui vont voir l'enfant lorsqu'on aura tout éliminé pour poser le diagnostic de l'autisme et ensuite maintenant organiser tout le suivi de l'enfant derrière. Voilà. Ça peut être décourageant. Hein? Oui, mais c'est un travail, c'est un gros chantier au fait. Je pense que c'est un travail à vie. Donc, je pense que quand on diagnostique un enfant autiste, je pense que vraiment et il faut... les parents n'ont plus de vie, au fait. Voilà, les parents n'ont plus de vie. Et parce que c'est un travail... au fait, chaque résultat, chaque objectif atteint nécessite encore de réadapter un autre objectif. Et donc, c'est un travail qui se fait tout le long de la vie. Et donc, la plupart des parents doivent donner tout le nécessaire, toute l'énergie possible. Mais pour moi, j'ai toujours dit aux parents que c'est mieux de travailler aujourd'hui pour ne pas souffrir demain. C'est ça. C'est l'essentiel des choses. Surtout quand elle est précoce, on laisse les pleurs, on transforme les pleurs en opportunités et on travaille au maximum pour pouvoir aider les enfants à évoluer. Et plus
la prise en charge, elle est précoce, plus on gagne beaucoup plus de résultats. Je pense que notre centre déjà en témoigne déjà les résultats déjà réalisés sur le terrain. Et je pense que quand c'est précoce, on gagne. Mais souvent, on se rend compte que le gros problème, c'est l'acceptation de l'handicap. Nombreux sont les parents qui n'acceptent pas l'handicap de leur enfant. Soit la maman a accepté, soit le papa n'a pas accepté. Il y a le déni qui prend le dessus. Le déni de la réalité, au fait. D'accord. Voilà. Et chez nous, je pense que il y a des enfants qui sont là il y a 3 ans, on ne connaît même pas les papas, c'est pas la maman. Donc tout ça, ça joue aussi, ça impacte le suivi, la prise en charge. Parce que c'est un travail de co-construction, comme il vient de le dire, au fait. Ça demande une équipe pluridisciplinaire. Le psychologue a sa part de responsabilité, l'orthophoniste a sa part de responsabilité, la psychomotricienne a sa part de responsabilité, l'ergothérapeute, eux aussi, ils ont leur part de responsabilité. Mais malheureusement, tous ces spécialistes, au Burkina, il n'y en a pas. À part l'orthophoniste, au Burkina, tout au plus, on a 5 orthophonistes dans tout le Burkina. D'accord. Voilà. Donc, c'est un grand chantier, c'est un travail. Et quand on dit que ton enfant est autiste, il faut serrer les coudes. Il faut s'y mettre. Ok. Et vous, dans votre centre ABAPE, vous aidez les parents, en fait, à relever le défi, à donner de l'espoir aux différents parents, à prendre en charge les enfants autistes, c'est ça? Oui. Alors, donc, avant donc, de poursuivre notre émission, toujours sur le thème l'autisme, levons le mythe, allons à la découverte du centre de Maître Pam Taba. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental envahissant qui affecte 3 domaines que sont le langage, le comportement et la socialisation. Les troubles sont différents d'une personne à une autre. L'Association burkinabé d'accompagnement psychologique et d'aide à l'enfance œuvre dans le domaine de la prise en charge des enfants en situation de handicap mental. Elle a pour cible les enfants dont l'âge est compris entre 2 et 12 ans. Nous, on travaille 11 mois sur 12 et avec un suivi alterné. Vous vous rendrez compte que tout au plus, les enfants dont l'âge est compris entre 6 à 10 ans, ces enfants tout au plus viennent le matin. Et les enfants dont l'âge est compris entre 2 à 3, 4, 5 ans, ils sont dans les écoles au niveau de la maternelle. L'objectif au niveau de la maternelle, c'est de les permettre de pouvoir booster le déficit relationnel et pouvoir interagir avec les autres enfants. Et tous les soirs, ces enfants sont intégrés au niveau du centre pour un suivi complémentaire. Et actuellement, on a tout au plus 20 enfants qui sont respectivement dans le système éducatif classique du CP1 au CM1. Et l'année prochaine, je pense qu'on risque d'avoir 3 candidats pour le CP. Cette association a été créée dans l'objectif de venir en aide aux enfants atteints de l'autisme. Un centre de suivi et de prise en charge psycho-éducatif des enfants en situation de handicap mental a été également créé dans ce sens. Le centre, qui a ouvert ses portes en 2011, accueille chaque année des enfants autistes pour se former. D'abord, la prise en charge, c'est quand l'enfant vient, d'abord il y a les échanges qu'on fait avec les parents à travers des questionnaires pour voir d'abord l'historique de l'enfant, pour voir réellement les différents problèmes au moment de la grossesse, parce que souvent il faut savoir l'information au moment de la grossesse et à la naissance. Et à un certain moment, on échange avec les parents pour voir d'abord à quel moment ils ont constaté d'abord que l'enfant ne parlait pas. Souvent, il y a des moments que les enfants disent papa, maman à l'âge de 2 ans et après ça, ils ne parlent plus. Il faut savoir en un mot l'historique de l'enfant en fait. Et après, on essaie d'évaluer l'enfant à travers notre matériel qu'on appelle le PEI, le PEP, profil psycho-éducatif révisé. À travers ça, on essaie de voir le profil de l'enfant, les points faibles et les points forts de l'enfant. Après, on va élaborer ce qu'on appelle le projet éducatif individualisé pour chaque enfant. Ce centre est animé par une équipe composée de 6 psychologues et 15 monitrices. Il mène des activités psycho-éducatives, socio-éducatives et pédagogiques. Chaque activité a un objectif bien précis et vise à aider l'enfant à se développer. Au cas par cas, c'est-à-dire un petit groupe d'enfants en fonction de la problématique constatée sur le terrain et en fonction des objectifs fixés. Et à un certain moment aussi, il y a la partie section pédagogique. Ça, c'est au cas par cas. Pour un enfant qui n'a pas encore la capacité de saisir le BIC, lui, il peut partir en pédagogie 1. Quand il commence à faire les gribouillages, quand il commence à tout au plus faire les ronds,
même de façon semi-autonome, il passe à un autre niveau supérieur, le niveau intermédiaire. Et quand il commence à développer l'autonomie, quand il commence à acquérir la communication, quand il commence à écrire un mot et qu'il commence à lire, il passe au niveau 2. Ces activités permettent aussi le développement cognitif et affectif des enfants en situation de handicap mental. Cela leur permet de mieux interagir avec les autres enfants et dans leur milieu social. Vous vous rendrez compte que ceux qui sont au niveau 2 sont des enfants qui sont capables de pouvoir faire la lecture. Ils sont autonomes à tous les niveaux, au niveau relationnel, au niveau comportemental aussi. Même si ce n'est pas approprié, ça commence à prendre beaucoup plus forme au niveau du comportement approprié. Et au-delà de ça aussi, il y a des activités qu'on mène au niveau des familles. On fait les visites à domicile pour pouvoir permettre de voir comment l'enfant s'adapte à la maison, quel est le degré d'implication des parents à la maison. Et on fait aussi des formations au niveau des parents, parce qu'on dit que les parents sont les co-thérapeutes des psychologues. Ils doivent aussi s'impliquer, savoir quelle stratégie éducative il faut mettre en place pour l'enfant à la maison. L'association burkinabé d'accompagnement psychologique et d'aide à l'enfance rencontre des difficultés qui ne leur permettent pas d'atteindre les objectifs visés. Il s'agit notamment du manque de moyens financiers, de l'insuffisance de matériel ainsi que de leur cadre restreint. De retour sur le plateau de votre émission Lafia. Alors moi je vais applaudir pour le maître. Merci beaucoup. Merci. C'est formidable ce que vous abattez comme travail. Ouais, mais c'est un sacerdoce. Il faut aimer. Il faut aimer. Je pense que réellement c'est l'une des missions que Dieu m'a confiée, que je pense que je ne regrette pas. Ah, c'est formidable. On sent que c'est de l'intelligence du cœur, n'est-ce pas, docteur Sylvain? Exactement, parce que dans cette voie-là, si on n'est pas convaincu de ce qu'on fait, si on n'a pas l'amour de la chose, aucune contribution, ne serait-ce que financière, ne peut vous guider sur cette voie-là. Voilà. Il faut vraiment avoir l'amour pour pouvoir perdurer dans ce combat, parce que c'est extrêmement difficile. Déjà, passer une journée avec des enfants normaux, 5-10, c'est épuisant. Imaginez des enfants qui ont chacun leur spécificité, c'est encore plus difficile. Ça vous demande de vous surpasser vous-même pour pouvoir vous adapter à chaque enfant. Voilà, c'est à peu près la dure réalité qu'ils doivent avoir tous les jours. Maître Pamtaba, dites-nous quels sont les comportements habituels d'un enfant autiste? Bon, je pense que le comportement elle est varié. Je pense que d'un enfant à l'autre, il y a des enfants qui sont hyper actifs. Qui bougent beaucoup. Qui bougent beaucoup quand ils viennent, ils vont tout casser. Il y a des enfants qui ils ont des crises de frustration, crises d'angoisse. Et souvent quand ils sont frustrés. Mais ça, c'est dû aussi au manque de communication. Quand il n'arrive pas à exprimer ses besoins, il peut créer, il y a les crises d'angoisse. Donc il y a ce qu'on appelle l'automutilation. Il peut lui-même se blesser. Ou bien soit l'hétéromutilation, il peut réellement mordre ou bien pincer l'autre autour de lui. Qu'est-ce qui peut déclencher une crise d'angoisse, par exemple? Les crises d'angoisse, ça dépend de notre manière de communiquer avec lui. Parce que souvent, surtout dans l'environnement familial, les parents ne le comprennent pas. Ils vont crier sur l'enfant alors que ça peut le perturber. Voilà, soit il a un besoin. Bon, chez nous à la maison, quand un enfant, tu prépares une nourriture, quand l'enfant n'aime pas, il va dire que maman, je n'aime pas. Mais il se peut que lui n'aime pas la nourriture. Mais il ne peut pas t'exprimer qu'il n'aime pas cette nourriture. Il peut manifester des crises d'angoisse par rapport à ça. Et l'environnement, puisque lui n'est pas compris dans l'environnement, l'environnement ne le comprend pas, donc il est perturbé. Il n'arrive pas à exprimer ses émotions, comme il vient de le dire au fait. Voilà, son ressenti n'arrive pas à l'exprimer. Donc c'est par le comportement qu'il manifeste réellement ça. Voilà pourquoi je vous disais que plus le trouble relationnel commence à prendre une proportion acceptable, plus la communication commence à s'installer, plus les troubles de comportement arrivent progressivement à s'estomper. Plus j'arrive à exprimer mes besoins, plus je ne suis plus frustré. Il y a certains comportements qu'on voit, comme il y a aussi les troubles alimentaires. Beaucoup d'enfants autistes sont beaucoup plus sélectifs. Je pense qu'au niveau médical, il peut l'expliquer un peu beaucoup plus. Alors bon, je me réserve tout son contrôle. Ils ont des troubles alimentaires, ils sont sélectifs. Il y a d'autres enfants, même avant de goûter, au lieu de goûter pour manger, ils vont sentir avant de pouvoir manger, au fait. Et là. Donc aussi, ils ont des troubles de sommeil. D'autres ont des troubles de sommeil. Et ils dorment pas assez. Ils dorment pas assez et ils vont dormir tout au plus à minuit ou à 1h du matin. Donc imaginez-vous cette peine pour les parents. Pour les parents. Parce que si l'enfant ne dort pas, on ne peut pas dormir.
Voilà, donc il y a tout ça qui... C'est un ensemble d'éléments qu'on constate beaucoup plus et n'est pas exhaustif. Voilà, donc je pense que plus on reçoit des enfants autistes, plus le comportement diffère. Beaucoup plus. Mais il y a d'autres aussi qui sont là, et à part le trouble relationnel, ils n'ont aucun problème. Ils sont calmes dans le coin. Ils sont calmes dans leur coin. Voilà, Comment vous arrivez souvent à gérer les crises? En fait, c'est la stratégie. En fait, le gros problème, il faut d'abord avoir la loupe du thérapeute. Et quand tu veux voir, surtout on a dit, quand tu veux voir le monde en bleu, il faut porter des verres bleus en bleu. Quand tu veux voir le monde en noir, tu portes des verres noirs. Et chaque enfant doit avoir sa loupe. Et en réalité, le gros problème, c'est que la plupart des parents veulent que l'enfant n'a qu'à venir vers eux. Non, c'est à nous d'abord de partir dans le monde de l'enfant. Et on doit voyager dans son monde et créer la clé de connexion et l'inviter à venir vers chez nous maintenant. Et souvent, j'ai causé avec une maman aujourd'hui. Et il mène une action, il veut d'abord action-réponse. L'enfant n'a qu'à donner la réponse. Non, l'enfant ne peut pas donner la réponse souhaitée. Au contraire, il faut d'abord aller vers ce que l'enfant a comme action à mener, comme réponse à faire. Si l'enfant a un centre d'intérêt, tu dois t'intégrer au centre d'intérêt de l'enfant pour que ça puisse créer ce qu'on appelle la connexion. Progressivement, quand il y a la connexion, ça va créer certainement une relation entre vous, ça va créer une relation amicale et progressivement, tu l'invites maintenant à dire, bon, comme je suis venu dans ton monde, rejoins-moi dans mon monde, sans réellement que l'enfant se rende compte que tu le contrains à aller vers ton monde réellement. Voilà, ce sont des stratégies qu'il faut développer. Et je prends par exemple un exemple, c'est pas évident que nous on se connaissait. Et il se peut que vous et moi on s'est vu au feu rouge, mais on ne s'est pas dit bonjour. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas une relation, il n'y a pas une connexion relationnelle entre nous. Et demain, quand on va se voir au feu rouge, on se dit bonjour. Pourquoi? Parce qu'à part d'aujourd'hui, on a eu une connexion ensemble. C'est ça l'essentiel des choses. Donc c'est cette stratégie qu'il faut développer pour pouvoir amener l'enfant vers le monde. Mais pourquoi nous-mêmes on veut que l'enfant autiste vienne dans notre monde? Mais encore, ce monde n'est pas mieux que pour notre monde. C'est ça la grande question. C'est ça. Parce qu'à vous entendre, on a l'impression qu'il n'aime pas être dérangé. C'est vrai qu'il faut de la patience de la part des parents. Il faut arriver à se mettre à la place de l'enfant, développer de l'empathie pour mieux le comprendre et mieux l'accompagner. Effectivement. Ok. Exactement ça. Docteur Sylvain. Oui. Alors, pour peut-être rebondir sur ce qu'il a dit, les troubles alimentaires, ça c'est quelque chose de très fréquent. Mais la raison, elle découle un peu de la nature même de l'enfant autiste. Pour pouvoir, en fait, manger demande à pouvoir découvrir le monde, se jeter à l'eau. Imaginez-vous, par exemple, il y a certaines personnes qui n'aiment pas les chenilles. Quand ils voient un plat de chenilles, ils les voient en horreur. Parce qu'ils n'ont jamais goûté, ils ne savent pas que c'est bon, etc. Pour un enfant autiste, la seule chose qu'il a connue, c'est le lait, c'est sa référence. Lorsque vous lui donnez du riz, des patates, c'est étranger pour lui. Et comme il n'y a pas de communication pour que la maman le rassure, non, c'est très bon, c'est sucré, etc., il ne peut pas être rassuré. C'est comme si vous lui présentez un plat de vers de terre, vous lui dites bon appétit. Il a ça en horreur. Et il va se réfugier dans les valeurs sûres qu'il a connues quand il était tout petit. C'est pour ça que les enfants, ils vont avoir des sélections. Ils vont par exemple trier tout ce qu'il y a dans la sauce, prendre que le liquide, mettre sur le riz ou ne manger que le riz. Ils vont avoir des bizarreries de comportement. On va dire c'est un enfant qui fait le malin, il est capricieux, mais non. Il ne connaît pas les aliments, il a peur, personne ne lui a expliqué ce que c'est, et c'est pour ça qu'il se met en retrait dans son monde. Et la chose perverse dans ça, c'est que le fait de ne sélectionner que certains aliments va le rendre carencé dans plein de nutriments qui vont jouer par la suite aussi sur le microbiote, comme je l'ai dit, et qui vont jouer ensuite sur le développement de sa pathologie. C'est un peu l'explication des troubles alimentaires que l'on rencontre chez les enfants autistes. Ok, vous avez tantôt dit en fait qu'il faut souvent la mère qui puisse rassurer l'enfant, que les chenilles sont consommables et autres. Alors, comment vos pensionnaires arrivent à se faire des amis? Bon, je pense que dans le centre, il y a beaucoup plus d'activités. Je pense que pour revenir là-dessus, vous savez que chez nous, nous on travaille de façon alternée. Les enfants dont l'âge j'ai compris entre 7 à 10 ans, et ils viennent le matin, ils partent le soir. Les enfants dont l'âge j'ai compris entre 2 à 3 à 4 ans, ils sont dans les écoles maternelles. Et l'objectif de l'école maternelle, c'est qu'ils puissent tisser le lien relationnel. Et tous ces enfants viennent chez nous le soir. Dans nos activités, on a des activités au cas par cas, les activités socio-éducatives, où en fait on peut prendre tout au plus 6 enfants, 7 enfants, de façon, tous la même problématique, le même degré, bon, similaire,
et on noue des activités socio-éducatives d'interaction. Et il y a aussi ce qu'on appelle la thérapie échange développementale. On apprend à l'enfant à créer le partage social. Et plus il commence à développer ses compétences, plus 3 à 4 enfants commencent à développer les mêmes compétences, on les met ensemble pour créer d'abord un champ d'action interactive beaucoup plus grand. Et je pense que si vous venez au centre de nos jours, quand les enfants sortent, ils s'appellent les noms. Ils appellent. Wow. Ouais. D'autres même quand ils sortent, quand l'autre n'est pas sorti, ils attendent. Ceux du soir particulièrement. Et souvent quand ils partent à la maison, ils donnent le nom de son voisin. Et je pense que si on fait un feedback de 3 ans, c'était des enfants. Donc quand on regardait le visage de la maman, c'était un désespoir. Et donc maintenant, ils appellent, ils disent au revoir, et ainsi de suite. Et je pense que dans ce cas de figure, actuellement, on a tout au plus 15 à 16 qui sont actuellement au primaire, respectivement au CP1 jusqu'au CM1. Je pense que l'année prochaine, on aura tout au plus 3 qui sont prêts à passer l'examen du CP. Et tout ça, on travaille sur la partie relationnelle. Sinon, l'inclusion serait beaucoup plus difficile. Difficile, c'est ça. Parce que se faire des amis, c'est les préparer à intégrer le système éducatif classique. Et dans le système éducatif classique, tant que tu n'arrives pas à collaborer, ça peut causer énormément de problèmes. Donc, la partie relationnelle, c'est la base de tout apprentissage, au fait. Et souvent aussi, nous, on recommande aussi aux parents qu'à la maison, ils n'ont qu'à ouvrir les portes aux enfants du voisinage. C'est très nécessaire. Parce que j'ai toujours dit, il faut faire une éducation adaptée au contexte burkinabé. Le Burkina, les enfants jouent ensemble. Donc, nous, on a un atout ici qu'on doit mettre à la disposition des enfants autistes. Ouvrez vos portes aux enfants du voisinage. Au lieu de garder ces enfants cachés à la maison, il faut plutôt en fait envoyer les autres enfants pour les aider à sortir de leur... Parce que les enfants entre eux, ils n'ont pas une barrière relationnelle. C'est ça, oui. Voilà. La connexion est vite faite. Est vite faite. Oui. Et plus l'enfant stimule, plus l'autre est obligé de s'adapter. C'est ça. Et je pense que on a fait un projet expérimental avec un de nos partenaires, Light Forward, où l'année passée, on a mis des toboggans et des balançoires dans 15 familles. Et on a dit, l'une des conditions, ouvrez vos portes aux enfants du voisinage. S'ils viennent pour jouer avec les toboggans, ils vont jouer avec l'enfant. Et les témoignages, et après, quand on donne des témoignages, je dis, le premier jour que l'enfant a dit, papa, c'est avec les toboggans, avec les autres enfants. Et cet enfant, quand il venait même de l'école, à peine dépose son sac, il part chez les autres enfants pour venir, ils vont jouer ensemble. Donc, vous voyez, plus la partie relationnelle prend forme, plus ça laisse la porte aux autres apprentissages. Donc, il faut avoir des stratégies, mais il faut l'adapter aussi à notre contexte. C'est ça. C'est ça l'essentiel des choses. Voilà. Alors, vous avez une stratégie adaptée aux enfants. Est-ce dire que pour un adulte autiste, il n'y a plus d'espoir? Alors, je ne sais pas si... Oui, je pense que l'espoir, et pour moi, on commence à créer l'espoir dès le bas âge. Nous, on reçoit de nos jours des enfants qui viennent à 15 ans, à 16 ans. Nous, on ne peut plus prendre. Mais chez nous, il peut y avoir des enfants de 15 ans, parce qu'ils ont commencé à 2 ans chez nous. On le connaît, on le maîtrise mieux. Il n'est pas rigide, il est flexible. Mais un enfant qui vient à 15 ans, avec tous ses problèmes, je pense qu'il serait rigide, il ne serait pas réceptif dans la stratégie éducative. Il va jouer à l'opposition. Je pense que ça peut énormément poser problème. C'est douloureux. Voilà pourquoi nous, on dit souvent aux parents, il faut commencer très tôt. Mais tu te rends compte que la plupart des enfants qui viennent à l'âge de 15 ans, 16 ans, c'est parce qu'il y a eu un refus, il y a eu un déni de la réalité au niveau vis-à-vis des parents, en fait. Ils n'ont pas accepté l'handicap. Et à ce moment, ils se trouvent face à une situation difficile, où, au fait, maintenant, il ne peut plus fuir pour laisser l'enfant. Et moi, de façon ironique, j'ai dit aux parents, quand tu ne peux pas courir pour laisser un enfant, il faut l'attendre. Donc c'est maintenant qu'il faut attendre l'enfant. C'est maintenant qu'il faut accompagner l'enfant pour ne pas transférer la douleur 15 ans après. Voilà. Mais sinon, un enfant adulte, un autiste adulte, s'il a des prédispositions, il peut toujours être accompagné. Puis j'ai bien dit qu'on accompagne l'enfant et l'autiste tout le long de la vie. C'est ça. Surtout que s'il accompagne à l'âge adulte aussi, il va aussi avoir les stratégies éducatives qu'on va mettre en place pour pouvoir l'accompagner. Voilà. Est-ce qu'un adulte autiste peut vivre seul, docteur Sylvain? Tout à fait. Un adulte, parce que comme il a dit, tous les enfants autistes, ils ne vont pas disparaître à l'adolescence. Ils vont grandir, ils vont vieillir, ils vont fonder des familles.
Et le simple fait d'être autiste n'est pas un handicap au point de ne pas pouvoir créer un réseau social autour de soi, d'avoir un travail. Non. L'enfant autiste, du moins l'adulte autiste, il est dans la société. Maintenant, le gros problème, c'est comment il est intégré dans cette société-là. Parce que très souvent, parfois même, lorsque l'autisme n'a pas été détecté tôt dans l'enfance, il va perdurer. Et c'est lorsqu'il va être confronté à la vie d'un adulte, justement, qu'on va se rendre compte que sur certains aspects, il a un comportement qui ressemble à de l'autisme. Il y a certaines personnes qui ont eu leur diagnostic d'autisme à 32 ans, à 40 ans même. Parce que tout simplement, il a réussi à mettre des béquilles qui ont fait que, bon, on ne s'est pas trop rendu compte qu'il était autiste. Bon, il a réussi à, tant bien que mal, à s'adapter à la société, mais la société ne s'est pas forcément adaptée à lui. Donc, les adultes autistes, il y en a. Très souvent, regardez dans votre entourage, si vous avez l'œil d'un spécialiste, vous allez le voir. Il y a certaines personnes qu'on dit, ce monsieur-là, il a des génies. Tel jour, il ne faut pas venir le voir parce qu'il est bizarre, il est renfermé dans son coin. Cherchez, c'est peut-être un trait autistique que vous voyez là. Les traits autistiques, c'est-à-dire que ça ressemble à l'autisme, mais peut-être qu'on n'a pas encore mis le diagnostic de l'autisme. Mais il y a beaucoup d'éléments qui orientent vers de l'autisme. Donc, même chez les adultes, il y en a. Et il y a certaines personnes, parce que peut-être tout simplement, il a été mis dans un environnement qui l'a mieux stimulé, qui a fait en sorte que l'autisme qui allait s'empirer a soit disparu ou a baissé d'intensité, de telle sorte que, bon, il est passé dans la masse sans qu'on s'en rende compte. Mais les adultes autistes, il y en a. Et parfois, il peut avoir des problématiques beaucoup plus complexes même que chez les enfants aussi. D'accord. Donc, un enfant autiste deviendra un adolescent autiste, un adulte autiste. Il va vieillir, il peut construire une famille, il peut vaquer à toutes les occupations professionnelles. Il peut travailler. Voilà. Alors, nous avons un feuilleton américain où on met en exergue, en fait, un chirurgien autiste. Ouais. C'est vrai que c'est du ressort de la fiction. Est-ce que dans la vie réelle, on peut avoir des cas? Oui, je pense que pour le moment, avec nos enfants, on n'a pas eu des cas. Mais je pense que chez nous, dans le centre, je connais une à deux, tu dessines un profil professionnel parce que si elle voit, c'est une fille, si elle voit tes tresses là, elle peut la reproduire. Ce qu'elle veut comme tresse, elle la reproduit en dessin. Waouh! Elle la reproduit en dessin. Voilà, donc j'ai tout au plus 2 à 3 enfants comme ça au centre qui sont bien en dessin. Donc il y en a qui développent une intelligence hors norme. Hors norme, en fait. Tout à fait. Voilà, et surtout qu'elle voit, si elle voit votre cheveux comme ça, après l'émission, il faut qu'elle vienne toucher. Donc ça montre réellement qu'elle a ces prédispositions-là. Mais ce sont des enfants, quand ils décident de faire un métier, ils le font bien. Voilà, ils sont rigolos, en fait. Mais tout ça, arriver au travail, tout ça, ça demande un suivi, un accompagnement. C'est ça, justement, j'allais vous demander quelles sont les mesures d'accompagnement qui peuvent être mises en place dans la vie quotidienne, en fait, des personnes atteintes d'autisme. Oui, mais je pense que réellement, quand tu connais l'enfant, quand tu l'as suivi dès le bas âge et que son profil se dessine, je pense qu'en ce moment aussi, et si vraiment il arrive à intégrer au niveau professionnel aussi, là-bas aussi il y a un accompagnement. Il faut aussi montrer à son entourage le comportement de la personne que tu vas travailler avec vous. Parce qu'eux vont trouver leur collègue comme il est bizarre, comme il a si bien dit. Non, l'environnement doit forcément l'accompagner. Et souvent aussi, il faut qu'il travaille pas de façon généraliste, au cas par cas. Parce que s'il a un domaine de compétences, il faut qu'il travaille uniquement dans ce domaine. On ne peut pas aller au-delà. Donc il faut arriver à détecter les talents très vite pour pouvoir mieux les canaliser. Voilà. D'accord. Les accompagner au fait. Ok. Voilà. Mais ces talents se dessinent quand souvent on laisse l'enfant aussi avoir la créativité en lui. Il faut les laisser s'exprimer. C'est ça. D'accord. Alors, est-ce qu'on a une politique nationale de prise en charge des personnes autistes au Burkina Faso ? Sinon, une suggestion, un appel à lancer à l'endroit des autorités qui nous regardent. Moi, je pense que c'est la question qui fâche. Et je pense qu'au Burkina, je pense que depuis 2011, on a mis le centre en place. Je pense que c'est à travers notre structure qu'on a initié la journée mondiale de l'autisme au Burkina Faso. D'accord. Et jusqu'à présent, nous sommes en train de le faire. Et je pense que dans les statistiques, je pense qu'un enfant sur 150 ou plus est atteint de tout dans le monde. Mais au Burkina, si vous voyez les statistiques,
On donne un pourcentage global sur l'handicap mental. Mais il n'y a pas de statistiques désagrégées en fonction des types d'handicap. Parce qu'elle n'est pas connue au Burkina, réellement. Et la preuve en est que et cette année, si vous vous souvenez, j'ai fait une conférence de presse après les examens du CEP. Parce que ceux qui ont fait l'examen du CEP pour les enfants autistes, ils ont confondu autisme et malentendant. Donc ça montre déjà que certes, nous travaillons pour pouvoir réellement apporter une solution à ces enfants, mais malheureusement, il n'y a pas une connexion, une synergie d'action entre nous et les acteurs du monde éducatif. S'ils avaient cette connexion et qu'ils nous impliquaient dans ce genre de trucs, parce que nous, on connaît mieux les enfants, ce problème n'allait pas se causer. Parce que les enfants autistes, là, ils sont à l'école comme les autres enfants. Ils ont les mêmes matières, mais la seule différence est que la dictée, c'est la diction qui doit forcément changer. Avec la lenteur au niveau de la dictée. Et au niveau de l'expression écrite, ils ne sont pas dans l'imaginaire. Donc, souvent, c'est compliqué pour faire l'expression écrite et orale. Donc, je pense que le gouvernement, il y a la direction de l'éducation inclusive qui est là. Donc, on travaille beaucoup plus ensemble. Il y a la stratégie qui a été mise en place, mais l'action, la mise en œuvre sur le terrain reste à désirer beaucoup plus. Voilà. Et je pense qu'une fois en passant, je vais saluer déjà, cette année, il y a un enfant qui a eu son CP, un enfant autiste. Il a eu un prix avec le président du FASO. Je pense que déjà, ça nous réconforte pour montrer déjà ce que l'État commence à faire. Mais il y a un hic. Et je pense que si un enfant autiste gagne un prix, il faut aussi se poser la question, quels sont les acteurs qui font le travail en amont? C'est ça l'essentiel des choses. Il a eu le prix, mais l'enfant autiste ne peut pas avoir le prix tant qu'il n'y a pas une action qui se fait derrière. Donc il faut encourager les acteurs. Voilà, il faut renforcer l'existant. Voilà, il faut renforcer l'existant. Et pour qu'on puisse vraiment un jour, à un certain moment, la dupliquer partout où besoin sera au fait. Voilà, sinon c'est méconnu au Burkina et elle n'est pas prise en compte dans le système éducatif classique. C'est nous, on bataille au quotidien auprès des structures pour négocier pour qu'on puisse intégrer les enfants. Ouais. Ok, c'est formidable. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le déclic voilà, qui naît. Voilà. Alors, un dernier mot, Dr Sylvain. Alors, un dernier mot, c'est de demander en tout cas à tous les parents, c'est vraiment le mot, il est à l'endroit de tous les parents d'enfants autistes, de ne pas du tout se décourager. Il y a des pistes de prise en charge que l'on peut apporter à ces enfants-là, qui vont leur redonner non seulement la joie de vivre, mais aussi leur place au sein de la société. Il y a de plus en plus sur le plan purement prise en charge thérapeutique, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais certaines approches, notamment en posturologie comme je le fais, où on va modifier la manière dont l'enfant perçoit son environnement, où on va modifier justement son alimentation. Je vous ai dit que le deuxième cerveau, c'est l'estomac. En mettant toutes ces actions en place, nous arrivons à pouvoir changer complètement la face de l'autisme. Voilà, donc c'est vraiment un message d'espoir pour les parents, leur dire qu'ils ne sont pas seuls et il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, n'est-ce pas, Maître Pam Taba? Je pense que c'est le slogan qu'on a au niveau du centre, avec la BAC, une autre vie est possible pour ces enfants. D'accord. Voilà, je pense que plus on croit, je pense que la première thérapie, c'est dire que mon enfant sera capable de. C'est ça l'essentiel des choses. C'est ça. Ok, tout est possible à celui qui croit, n'est-ce pas? Alors moi, je tiens à vous dire merci pour le travail abattu. Je crois qu'on va se donner rendez-vous une autre fois pour reparler justement des traitements, parce que nous sommes là pour servir ceux qui nous regardent, pour servir la population du Burkina Faso. Alors, en guise de conclusion, je dirais qu'une bonne prise en charge de l'autisme ne peut se faire sans la participation des pouvoirs publics qui doivent débloquer les fonds pour améliorer la recherche, le dépistage et la prise en charge de cette maladie. Bien qu'il soit impossible de traiter complètement l'autisme, la prise en charge permet de faciliter la socialisation des enfants et des adultes autistes et leur intégration au sein de la société. Ça a été un plaisir pour nous de vous retrouver. On se donne rendez-vous très bientôt avec un autre numéro de l'AFIA. Prenez soin de vous et des enfants et adultes autistes. On vous aime. Bonne soirée.